c'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir un ouvrage qui s'intitule D'abord l'arrogance, puis vint la guerre, de l'auteur Cindy Côté. C'est une première expérience pour elle. Elle va venir nous partager comment elle a vécu ça. On va aussi discuter avec notre orthophoniste Roxane Bélanger qui est cette fois en studio avec nous. Elle vient nous parler des aptitudes et des habiletés de langage chez un enfant de 4 à 5 ans. Donc ça, c'est un segment que vous ne devez pas manquer, vous les parents. Et tout de suite, pour commencer, on parle de l'entrepreneuriat immigrant avec Monsieur Jaime Baquero, qui nous vient de Colombie. Je l'ai bien dit. Ouais, voilà. Ouais. Bonjour Claude. Alors, vous êtes le fondateur du réseau d'action des entrepreneurs multiculturels qui a 10 ans d'existence maintenant. Ouais. Allons 10 ans en arrière. Pourquoi vous avez pensé à créer ce réseau-là? Et on a pensé à ça parce que l'entrepreneur immigrant, il manquait de visibilité tout le temps. Alors on s'est mis ensemble pour créer ce réseau-là et développer une série d'activités pour donner de la visibilité à tous ces entrepreneurs. Alors c'est vraiment ça le départ de RAEM. Et quand vous dites que vous vous êtes mis ensemble, vous êtes mis avec qui? Avec des membres de la communauté qui étaient des entrepreneurs. À dire la vérité, ce projet a commencé avec la communauté colombienne. Alors, on avait une vague d'immigration des Colombiens qui sont arrivés ici dans la région. Alors, il y a l'esprit entrepreneurial parmi cette personne-là. Alors, on s'est réunis pour faire un salon d'entrepreneurs colombiens. Mais après ça, des communautés latino-américaines nous ont demandé d'ouvrir la porte à eux, là. Ah, oui. C'est ça qu'on a fait. Et après, c'était toutes les communautés. C'est un événement qui est devenu multiculturel. Alors là, maintenant, 10 ans, on revient aujourd'hui. Là, ça fait 10 ans que vous existez. Qu'est-ce qui a évolué? Oui, il y a eu des partenariats avec d'autres cultures, on va dire culture africaine, culture peut-être asiatique. Qu'est-ce qui a changé en plus de ces partenariats-là? Qu'est-ce que le réseau a eu de plus? Aujourd'hui, c'est un réseau qui est vraiment, vraiment multiculturel. C'est un réseau qui est inclusif et c'est un réseau qui développe toutes sortes d'activités reliées à l'entrepreneuriat pour aider les entrepreneurs, soit en pré-démarrage, en démarrage ou en croissance. Alors, ça nous a pris du temps pour trouver notre place à l'intérieur de l'écosystème entrepreneurial. Alors aujourd'hui, on peut bien dire que RAEM, c'est un organisme qui a énormément de crédibilité et de notoriété parmi les entrepreneurs immigrants et aussi parmi les intervenants en matière de développement économique de la région à Ottawa et à Gatineau. Alors, on parle des personnes qui sont on va dire des pionniers dans le développement économique, que ce soit à Ottawa ou Gatineau. Oui, c'est quoi? Ce sont des organismes que vous êtes allés chercher? Ce sont par exemple, des subventions gouvernementales? Comment vous avez fonctionné pour avoir ces partenariats-là? Alors, c'est en participant à toutes sortes d'activités, là. C'est en les approchant. Par exemple, on parle d'ID Gatineau. On parle de tous les intervenants du côté de Gatineau, même du côté d'Ottawa, Invest Ottawa et World Skills. Ce sont des organismes qui sont là pour aider les entrepreneurs. Quand on parle de l'entrepreneuriat immigrant, on parle des groupes ou des organismes comme le groupe 3737, comme Entreprendre ici. Ce sont des organismes qui sont là pour aider toutes sortes d'activités reliées à l'entrepreneuriat. Ici, dans la région, c'est la même chose. Il y a une chose que je dois reconnaître, c'est que ici, dans la région de Gatineau, Ottawa,
on a un écosystème entrepreneurial très solide et très dynamique. Très solide et très dynamique. Vous le dites ça par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport aux résultats ou c'est par rapport au fait que les gens sont vraiment très engagés dans l'entrepreneuriat? Oui, disons, il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour offrir toutes sortes d'aides. Même, on a des partenaires techniques. Ce sont les partenaires techniques, ce sont des organismes qui vont t'aider, par exemple, à bâtir ton plan d'affaires, à développer des stratégies de marketing, à développer la mission, les objectifs de ton entreprise. Et aussi, il y a les partenaires financiers qui vont t'aider dans ton processus d'élaborer ton plan d'affaires, aller chercher les subventions et les financements aussi. Ouais. Mais tout ça va dépendre de l'entrepreneur lui-même. Ces organismes-là, ils ne sont pas là pour faire le travail pour eux. Ils sont là pour aider les entrepreneurs. Merci beaucoup, M. Baquero. Je vous garde avec moi. On va aller à la pause. Et puis, juste après la pause, on va parler de cet événement-là qui est le 10e anniversaire du RAEM. Vous suivez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Cette semaine, on rencontre Benoît Laflamme, un conférencier qui vit avec un handicap et qui partage son parcours atypique pour motiver les gens à se propulser au maximum. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle du 10e anniversaire du RAEM. Le RAEM, c'est le réseau d'action des entrepreneurs multiculturels. Avec moi, son fondateur, M. Jaime Baquero. Voilà. Bravo. Donc, M. Baquero, on parlait avant de la pause de... je vais dire de l'environnement entrepreneurial immigrant qui devient de plus en plus accru. Donc, il y a beaucoup d'immigrants qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et je pense que ça a vraiment augmenté depuis la pandémie. Je ne sais pas si je me trompe. Mais écoutez, la pandémie a frappé très fort l'entrepreneuriat immigrant. Il y a beaucoup de projets qui ont tombé à l'eau. Là. Ouais, il y a des gens qui ont continué, qui ont survécu. Ils sont là. Mais qu'est-ce que c'est important? Et pour n'importe qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est de bien s'entourer. Il y a énormément de ressources. Il faut approcher tous ces organismes et c'est certain qu'il y a de l'aide. Mais encore plus important, c'est d'écouter et de savoir recevoir des conseils. Là. Parce que parmi nous, là, il y a des gens qui, des fois, c'est compliqué, là, et c'est difficile, mais il faut être ouvert, il faut bien écouter et suivre des conseils. Là. Donc, vous êtes là pour appuyer les immigrants, comme vous l'avez dit avant la pause, que ce soit pour le pré-démarrage, que ce soit pour aller chercher des subventions ou bien du financement, ou bien même le marketing, établir sa vision aussi, c'est ce genre d'affaires-là. Parlons maintenant du pré-démarrage. J'aimerais qu'on parle de ça parce que, comme vous avez mentionné, c'est l'écoute aussi. Il y en a qui ont des beaux projets, mais pour se lancer, c'est tout un tas de problèmes parce qu'ils ont peur. Ça commence déjà par ça. Oui, ça c'est vrai, là, et
la première chose qu'il faut vaincre, c'est la peur. Oui, il faut donner toujours les premières pas. Là. Mais pour éviter pour éviter des problèmes, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simplement d'approcher l'écosystème entrepreneurial pour avoir des conseils et pour être bien dirigé. Oui? Parce que si on a une idée d'affaires qui est intéressante, mais si on n'a pas un plan d'affaires, alors on va y aller nulle part. Mais avec l'aide de toutes les ressources qu'on a à notre disposition, on va être vraiment bien guidé et les chances de réussir sont énormes. Je connais des entrepreneurs qui ont commencé de rien, ils sont approchés de l'écosystème entrepreneurial et aujourd'hui, ils sont des entreprises qui marchent très bien. C'est un cas différent pour les personnes qui n'écoutent pas, qui veulent faire... Vous insistez là-dessus, là, qui veulent faire à leur tête, oui. Alors ça marche pas. Il faut apprendre à écouter. Ah oui, il faut apprendre à écouter et je vous dis là, les ressources disponibles du côté de Gatineau, du côté d'Ottawa sont énormes et de très bonne qualité. De très bonne qualité. Donc, si vous avez un projet entrepreneurial, ça serait intéressant de pouvoir approcher le REM. Et ça tombe bien parce que vous avez les ressources nécessaires et ces ressources-là, vous allez les présenter lors de votre foire qui va se passer le 6 novembre. Mais avant la foire du 6 novembre, vous avez ce fameux gala pour célébrer le 10 ans. Oui. Alors ça, c'est une date spéciale dans l'histoire de RAEM parce que nous fêtons notre 10e anniversaire. Alors c'est un événement, le Gala de l'entrepreneuriat immigrant, ça va être un événement où on va rendre hommage aux femmes et hommes immigrants qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat et ce sont des personnes qui contribuent au développement économique de la région. Je reconnais un visage sur votre site web, c'était une de nos chroniqueuses, Véronique Semexan. Oui, Véronique Semexan. Véronique Semexan est avec nous depuis le commencement. Alors, c'est merveilleux. Alors, on va rendre hommage à cette personne-là parce qu'un de nos objectifs et aussi notre mission, c'est avant tout de faire la promotion de l'entrepreneuriat immigrant, mais aussi de souligner l'apport positif de l'immigration. Les féliciter, les encourager aussi. Les encourager. Oui. On va en avoir des récipiendaires, une femme et un homme immigrants qui se démarquent dans notre région. Ça va être une belle soirée pour l'entrepreneuriat immigrant de la région. Est-ce que c'est des prix que vous allez donner suite à des votes ou bien c'est des petites surprises que vous réservez à ces entrepreneurs-là? Oui, ça on a fait un suivi là. Okay, on a établi des critères de sélection pour les entrepreneurs. Pour commencer, il doit être membre de notre réseau. Alors on a fait un suivi et on avait des critères, des critères de sélection. Alors on a trouvé 2 parmi les groupes qui comblaient toutes ces conditions-là, alors sont ceux qui vont être élus. On ne peut pas les nommer. On peut pas les nommer. Même si j'aurais voulu vous tirer les verres du nez, non, j'allais pas me le permettre parce que ça reste une surprise. Oui, c'est un homme et une femme. C'est une homme. C'est un homme et une femme. En tout cas, venez au gala, vous allez en savoir davantage. Alors, pour ce gala-là, ça sera un moment de célébrer vos 10 ans, un moment de reconnaître les efforts de ces entrepreneurs-là. Et puis, je pense que ça sera aussi un bon moyen de faire du réseautage. Hein? Ah oui, énormément de réseautage. Ça va être une belle soirée pour ça. Et les dimanches, encore, on va en avoir la foire. Alors, à la foire, la foire, ça se passe le 6 novembre, juste après le gala du 4. Oui, le gala, c'est le 4, et le dimanche, c'est la foire. Alors, la foire, ça va être... on va réunir à peu près 70 entrepreneurs issus de la diversité culturelle. On va en avoir aussi des intervenants en matière de développement économique. On va en avoir... C'est un endroit de réseautage, oui. Alors, on va en avoir des activités pour tout le monde. On va en avoir des entrepreneurs. On va en avoir une foire gastronomique. Alors, les visiteurs, ils vont avoir la chance de visiter les kiosques pour connaître les entrepreneurs, leurs produits et leurs services. Ils vont aussi avoir la chance de connaître une partie de l'écosystème entrepreneurial qui vont être là pour conseiller. Et on va en avoir aussi une clinique en entrepreneuriat sans rendez-vous là. Je voulais en parler parce que je l'ai souligné même sur mes notes ici en jaune. La clinique, là, ça, c'est un cadeau.
Ah oui, ça c'est un cadeau là, parce que s'il y a quelqu'un qui a une idée en entrepreneuriat, alors cette personne-là va avoir l'opportunité d'être en contact avec un intervenant. Cette personne va diriger ce potentiel entrepreneur à la source. À la source ici. Et puis c'est sans rendez-vous, la clinique sera ouverte toute la journée ou c'est juste pour un moment de la journée? Non, la foire est toute la journée de 10h à 4h et la clinique est ouverte toute la journée. Toute la journée aussi, ça c'est un vrai cadeau. Et puis c'est une journée de divertissement. On a dit que c'est pour tout le monde, c'est pour les entrepreneurs, mais les gens peuvent venir avec leurs enfants parce qu'il y aura du divertissement pour eux. Oui, on va en avoir un clown, on va en avoir une maquilleuse pour les enfants. Là, depuis l'année 2019 qu'on était inactifs, alors c'est notre première activité en présentiel. Après Covid aussi. Après la Covid, alors on est là. Oui, vous êtes vraiment très, très bien préparés là. Et puis je vois qu'il y a plus de 70 exposants, mais il me semble que si les gens nous regardent en ce moment, qu'ils ont envie d'avoir un stand, ils peuvent. Oui, mais il ne reste pas beaucoup là. Il ne reste pas beaucoup. Okay. Je pense qu'il reste à peu près 4-5 places disponibles. Okay. Alors, s'il y a quelqu'un intéressé, puis nous contacter à info@commercial-raem.ca et on sera prêt pour l'aider. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous êtes en train de faire? Parce que c'est un événement comme 10 ans, c'est pas Écoutez, rien. là, moi-même, je suis un biologiste de la vie marine. Je suis devenu entrepreneur parce que je n'avais pas le choix. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui? C'est une façon de donner quelque chose en retour à la société qui m'a aidé à réussir dans mon entreprise. J'ai réussi dans mes affaires. Alors maintenant, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est d'aider des nouveaux arrivants ou potentiels entrepreneurial à se lancer dans le monde des affaires. Et puis, on parle de toute forme d'entrepreneur. Vous venez d'Afrique, vous venez d'Asie, vous venez de Colombie. De la Colombie. Vous êtes les bienvenus au RAEM. Écoutez, je vous souhaite bonne célébration pour les semaines à venir. Et puis, on va inviter les gens, surtout pour les gens qui ont envie d'avoir un stand pour la foire culturelle qui sera interculturelle, qui va être le 6 novembre. Vous pouvez aller au www.raem.ca. Vous allez avoir plus d'informations. Il reste juste 4 ou 5. Quatre ou 5 stands. Donc, si vous vous êtes intéressé, le site web www.raem.ca et vous êtes invité aussi au gala qui se tiendra le 4 novembre. Nous, on va prendre une pause et après la pause, on parle avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Et vous savez que quand elle vient, j'ai toujours des anecdotes à partager avec vous par rapport à mes neveux. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. EmbaucherDiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, EmbaucherDiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. EmbaucherDiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est une chronique pour vous, les parents. On parle des habiletés de langage chez les enfants de 4 à 5 ans avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Puis c'est sûr que je vais te raconter des anecdotes.
C'est parfait. Alors, on va commencer avec les grandes étapes de développement, juste pour rappeler aux parents, c'est quoi le processus de 0 jusqu'à 4-5 ans? Oui, c'est bon. Alors, chez les tout-petits, là, on va voir très tôt là, les gazouillis, les contacts visuels, les gestes qui vont apparaître. Alors, on veut voir apparaître des gestes autour de 9 mois, puis les premiers mots vers l'âge de 12 mois. OK. Après les premiers mots, ça va un petit peu débouler. Puis c'est le principe là, de la boule de neige. Plus on connaît de mots, plus on est capable d'utiliser de mots, plus on va être capable de faire des liens avec d'autres mots et en utiliser d'autres. Et alors, à 18 mois, ce qu'on veut voir, c'est des enfants qui sont capables de comprendre des étapes simples, être capables d'utiliser 20 mots dans leur vocabulaire, même si tous les sons ne sont pas là. Et vers l'âge de 2 ans, c'est là où on voit une grande transformation dans 18 et 24 mois. Les enfants vont commencer à utiliser un minimum de 100 à 150 mots, combiner des phrases, des mots en phrases de 2 à 4 mots, et là, ça déboule. Alors, à 3 ans, là, on voit qu'ils sont capables de comprendre des consignes beaucoup plus... Pose trop de questions aussi. Ils posent beaucoup de questions, la fameuse question « Pourquoi? » Ils vont avoir des phrases là, autour de 3 ans, de 3 à 6 mots par phrase. Et ils vont commencer vraiment à comprendre des concepts spatiaux, des concepts de temps de base, beaucoup plus développés. Mm-hmm. Et on voit qu'ils sont capables de participer à la conversation. Et à partir de 3 ans, les enfants apprennent à travers le langage que les parents utilisent avec eux, à travers le langage auquel ils sont exposés, à la garderie, avec grand-maman, grand-papa. Ils apprennent au sujet du monde à travers le langage. Alors, le langage a vraiment une importance significative là, dans le développement total de l'enfant, non seulement pour la communication, mais pour l'apprentissage des prochaines grandes acquisitions, là, comme le monde, le langage écrit, apprendre à écrire, apprendre à lire, et ça nous amène aux 4 et 5 ans. Aux 4 et 5 ans. Et pour revenir un peu à ce que tu disais tantôt, là, tu nous rappelles tout le temps que même si l'enfant n'a pas vraiment d'interaction avec nous quand on lui parle, c'est important de continuer de parler parce qu'il va retenir d'une manière ou d'une autre. Exactement. Alors, nous, on doit s'intéresser à l'enfant. L'enfant doit aussi s'intéresser à nous. Alors, si on voit que l'enfant a de la difficulté à entrer en interaction avec nous, on va peut-être accéder à nos services un petit peu plus tôt. Mais oui, dans la plupart des cas, les enfants n'auront peut-être pas le langage pour interagir avec nous. Et c'est à nous, l'adulte, que ce soit le parent, l'éducatrice ou l'adulte significatif dans la vie là, de cet enfant-là, de prendre de la place et de pouvoir vraiment lui donner là, un langage tout au long de notre routine. C'est vraiment dans nos routines quotidiennes qu'on veut utiliser notre langage parce que c'est significatif pour l'enfant. Si on parle de quelque chose qu'un enfant n'a pas de capacité à comprendre ou pas besoin de faire, ne peut pas faire des liens, à ce moment-là, c'est un petit peu du langage perdu. Ouais. Mais si on parle dans nos routines de ce qu'on fait avec l'enfant, ce que l'enfant est en train de faire, voir, entendre peut-être lors d'une promenade, quand on est en train de lire des livres avec lui, quand on chante des chansons, ce langage, ce type de langage-là va être enrichissant pour cet enfant-là et va vraiment coller à ce que l'enfant connaît et peut apprendre. Alors, rendu à 4, on va commencer, on dit 4-5 ans, mais rendu à 4 ans, là, qu'est-ce que mon enfant est supposé savoir faire? Oui. Alors, on a la photo ici. Ce qu'on va voir, c'est que l'enfant est capable de comprendre puis de suivre des consignes beaucoup plus complexes et même de 3 étapes. Alors, va chercher tes souliers, assis-toi sur le banc et après, on sort dehors. Okay. Donc, des consignes vraiment là, en étapes avec plusieurs consignes. L'enfant va être capable de pouvoir aussi parler en utilisant des phrases beaucoup plus complexes. Alors, on va voir des phrases de 4 à 8 mots dans ces phrases et des marqueurs grammaticaux, là, des petits mots grammaticaux qui vont vraiment venir changer la qualité. Tu commences à me rappeler des affaires. Bon, moi, mon petit-neveu qui a quoi? Il a 3 ans à peine, il n'a même pas 4 ans. Ben, c'est le petit gars qui fait des bêtises tout le temps. Donc, quand tu essaies de faire semblant de te fâcher, il va venir devant toi pour te demander « Est-ce que tu es fâché avec moi? » Je trouve ça tellement cute, mais la phrase est tellement bien dit au bon moment exactement, que je me dis « Waouh, ces enfants-là, ils grandissent en fait. » Oui. Puis ils vont
pouvoir utiliser peut-être d'autres marqueurs comme dire le mais. Oui, mais. Oui, ils font ça. Alors, c'est ce genre de mots grammaticaux là, qu'on va voir. C'est aussi à cet âge-là où on voit que les enfants vont commencer à utiliser là, beaucoup leur langage pour inventer des histoires quand ils jouent. Ils parlent seuls souvent. Oui. Et en jouant. Oui, en jouant, ils parlent. Absolument. Ils se font des petites histoires. Alors, ils utilisent leur langage pour créer et utiliser le langage pour continuer à faire leur petite histoire. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est faire, au niveau du jeu, là, on veut voir vraiment un jeu plus complexe. C'est important, le jeu, ça fait partie du développement normal de l'enfant. C'est aussi critique au développement cognitif et du langage de l'enfant. Le jeu, c'est vraiment le travail de l'enfant pendant cette période-là de 0 à 5-6 ans. Ça fait partie des grandes habiletés qui vont avoir un effet sur le développement global de l'enfant. Okay. Puis ensuite, ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont être capables d'être compris la plupart du temps. Alors, ça se peut qu'il y ait encore des erreurs avec certains sons, comme le R, comme le L, comme le CH, mais ils vont être compris la plupart du temps par les parents, les éducateurs, la famille. Est-ce que tu penses qu'on devrait le reprendre en ce moment-là, comme remplacer le mot qu'ils ont mal dit ou on laisse couler? On peut tout simplement faire une imitation qui se fait là, très comme discrètement. Ah oui, tu parles, si l'enfant dit ça au lieu du chat, tu dis ah oui, le chat. Ah oui, le chat s'est sauvé. Alors tu reprends en faisant une petite correction. Ça va. Puis finalement, c'est qu'on va voir arriver là, les étapes qui sont importantes pour faire le lien avec le langage écrit, qui sont les habiletés de conscience phonologique. Alors l'enfant va commencer à peut-être être plus à l'aise et au courant ou sensible au son, par exemple, pendant les rimes. Alors, nous, on va peut-être vouloir là, travailler certaines choses, certaines rimes, leur montrer qu'il y a des mots qui commencent avec le même son, avec des sons différents, c'est associé à une lettre. Quand on lit des livres, on va leur montrer des lettres, des mots qui sont plus gros dans l'image d'un livre pour montrer que c'est une exclamation, là, « Waouh! » Versus une petite souris qui fait un petit bruit, « Quick, quick, quick ». Alors, ils vont devenir de plus en plus à l'aise et comprendre que les mots ont une représentation écrite. Alors ça, c'est les étapes à 4 ans. À 5 ans, c'est là où on va voir d'autres développements. Alors, je pense qu'on va parler de ça après la pause et j'espère que les parents, vous prenez des notes. On revient juste après, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des habiletés des enfants de 4 à 5 ans avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Avant la pause, on a fait un survol parce qu'on pouvait parler de tout. Oui. Des enfants de 4 ans. Là, maintenant, on parle des enfants de 5 ans. Oui. Alors, les enfants de 5 ans, si on pense où ils sont la plupart du temps, sont à l'école. Alors, c'est important que les enfants soient capables de suivre des consignes complexes. On en a parlé pour les 4 ans, mais qu'ils soient capables de suivre des instructions qui sont données à un groupe. Alors, nous, on est habitués à la maison de dire, tu sais, Claude Andrea, viens, on va se préparer pour aller dehors. À l'école, on parle au groupe. Okay. Alors, nous allons nous préparer, nous allons chercher notre manteau. Ça veut aussi dire toi. Okay. Alors, on veut s'assurer que notre enfant comprenne ces consignes-là. Les enfants vont s'exprimer en phrases encore plus complexes, encore plus longues, avec d'autres marqueurs grammaticaux, peut-être même des pronoms relatifs qui vont commencer à se préciser, des conjonctions, des prépositions. Et ils vont parler pour décrire des événements qui sont actuels, ce qui se passe en ce moment, mais aussi ils vont être plus outillés pour parler des choses du passé et du futur. Alors, la sortie qu'on a faite avec grand-maman ou ce qui s'en vient, l'Halloween qui s'en vient dans une semaine, qu'est-ce qu'ils vont porter, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Alors, cette habileté-là à parler, à décrire, à faire de la narration sur ce qu'ils vivent, ont vécu ou vont vivre, c'est super important. C'est aussi relié au fait qu'ils connaissent des termes séquentiels, des termes reliés au temps. Aujourd'hui, demain, hier. Ça peut être un petit peu flou là, pour eux autres encore, mais tu vois qu'ils sont en train là, de démêler tout ça. Et puis, à ce niveau-là, je pense que tu me donneras ton avis. C'est un gros travail pour les parents parce que ça demande beaucoup d'énergie de les écouter parler. Mais c'est important, il me semble. Oui, puis ça nous permet d'avoir des conversations, puis aussi de démontrer et de leur montrer aussi quelles sont les particularités d'un bon locuteur. Alors, il faut attendre notre tour. C'est vrai, ça. On doit permettre à l'autre personne de prendre son tour et pas prendre toute la place. Alors, ça donne des belles occasions là, pour travailler les règles sociales de la communication. J'adore. Et ça, c'est pas à négliger. Ce qu'on va aussi voir apparaître, c'est dans le jeu, là, c'est qu'ils vont essayer d'inclure les amis dans le jeu. Ils vont essayer de plaire aux autres enfants. Et le jeu va s'organiser en groupe. Et ils vont donner des rôles à chacun. Alors, toi, tu vas être la maman. Moi, je vais être le papa. Puis voici comment ça va. Qu'est-ce qui va arriver? Notre bébé va tomber, puis là, il faut qu'on aille chez le médecin. On a besoin d'un médecin, donc toi, tu vas être le médecin. Okay. Alors, ils vont commencer vraiment à organiser un jeu beaucoup plus complexe. Puis ensuite, au niveau de la parole, on va voir que les sons plus tardifs, comme le R, le L, le CH, le J, sont maîtrisés ou sont presque maîtrisés. Okay. Le R peut prendre jusqu'à 6 ans et 7 ans avant qu'il soit complètement bien maîtrisé. Et le CH et le J, ça devrait être acquis par 5 ans. Donc là, s'il y a des difficultés au niveau de ces sons-là, il faudrait consulter là, pour avoir l'opinion d'un professionnel. Est-ce que c'est là qu'on parle du bilan de communication ou on attend tout de suite? On peut attendre. J'aurais juste une petite chose, c'est que ce qui va être important là, dans l'année là, de maternelle et du jardin, surtout pour les 5 ans, c'est tout le développement de la conscience phonologique. Alors, être capable de savoir qu'un mot commence avec un certain son, le son du début, le son à la fin, faire la correspondance du son à la lettre. Alors, ils vont commencer à apprendre l'alphabet. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils sachent que certains mots, comme chien, ça commence avec ch. Puis comment est-ce qu'on écrit le ch? Ça s'écrit avec CH, ou C, cette lettre-là. Alors, c'est plus important de passer du temps sur le son pour que l'enfant connaisse bien que les mots sont formés de sons. Et puis ensuite, en apprenant les lettres, ils vont faire la correspondance entre le son et la lettre. Okay. Et puis, on peut aussi, là, comme les encourager là, à lire les pancartes qui sont autour, le M du McDo, le panneau là, qui nous indique d'arrêter quand on va pas trop vite. Alors, c'est ça. Oui, OK. Donc là, le son, tu penses que ce serait prioritaire d'abord avant de passer à leur montrer comme pour l'écriture ou bien voir ça dans la lecture? Oui, n'importe quand que les parents ont des inquiétudes par rapport au développement du langage ou du développement des sons, ça serait important. D'ailleurs, on a, là, à la prochaine image qu'on voit là, à l'instant, ça indique un petit peu là, qu'est-ce qu'on devrait voir en termes de clarté de la parole. Okay. Mais on voit que, tu sais, par la fin de du 4 ans, presque 100%. Tous les sons sont presque mis tous en place. Alors, si on a des inquiétudes par rapport au son, on devrait consulter parce que ça peut avoir un impact. Il faut commencer déjà, comme on le dit tout le temps, là,
par le bilan de communication. Commencez par ça d'abord. Exactement. Alors, le bilan, c'est vraiment la source première pour les parents de 0 jusqu'à l'entrée au jardin, pour les parents qui ont des inquiétudes par rapport au développement de la parole ou du langage chez le jeune enfant. C'est simple. 15 à 20 minutes, un petit dépistage qu'on fait en ligne. Ça touche la parole, les sons, la fluidité, si on a des inquiétudes par rapport au bégaiement, le langage. Mais ça va aussi toucher là, des signaux d'alerte comme ne répond pas à son nom ou des problèmes de comportement sociaux qui peuvent peut-être nous diriger vers une autre agence. Alors, ça va nous donner un résultat qui va nous dire oui ou non, l'enfant a des problèmes et à quelle agence référer pour accéder le plus rapidement à des services. Alors, ça, c'est pour le bilan de communication disponible sur le www.premiermot.com. C'est ça. .com. Alors là, maintenant, on va parler... .ca, premiermot.ca. OK. Donc là, maintenant, on va parler de vos nouveaux modules d'apprentissage. Il nous reste 2 minutes. Je pense que c'est disponible depuis quand? On a toujours eu des modules, mais on vient d'en revamper 4. Okay. Le module sur les facteurs de risque, le module sur les âges et les étapes de développement, les stratégies, et celui qui est le plus différent, c'est le bilingue. Celui qui porte sur apprendre à parler dans plus... apprendre à parler dans plus d'une langue. Dans plus d'une langue. C'est ça. Alors, c'est des nouveaux modules. L'information est semblable, mais on a ajouté là, certaines informations qui étaient plus pertinentes, des besoins qui ont été exprimés par des parents par rapport à certaines informations. Et ça vient vraiment remplir un besoin que la communauté a noté pendant qu'ils attendent ou pendant qu'ils sont en service pour pouvoir aller chercher plus d'informations, développer leurs propres connaissances par rapport à certaines difficultés puis certaines stratégies surtout. Alors, pour le bilan de communication, j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que c'est normal qu'un parent s'inquiète, c'est légitime, mais on ne doit pas s'affoler tout de suite. Là, on commence par le bilan de communication. Exactement. Ensuite de ça, on est référé. Mais entre-temps, vous avez des ressources disponibles et gratuites sur le site web. Exactement. Et les parents peuvent utiliser le bilan à chaque 6 mois. S'ils n'ont pas d'inquiétude, ils peuvent quand même l'utiliser juste pour s'assurer qu'ils rencontrent les étapes de développement. Et oui, sur le site web, il y a une foule de ressources de tous les types d'informations problématiques ou juste des stratégies, là, comment utiliser les champs pour développer le langage, les livres pour développer le langage, comment utiliser le jeu pour développer le langage. Alors, il y a vraiment beaucoup de ressources et des ressources dans différentes langues aussi. Des ressources dans différentes... Oui. Parlons de l'anglais puis le français. Ouais. Parlons de différentes langues. Là, je pense que la prochaine chronique, là, tu veux nous parler pas de l'importance, du fait qu'un enfant puisse parler plus de 2 langues. C'est ça, exactement. Alors, en novembre, on va pouvoir parler, là, à Ottawa, notre communauté est très multiculturelle. Oui, on vient d'en parler tantôt avec M. Baquet. Et les familles ont peut-être là, plus d'une langue utilisée à la maison. Alors, on va essayer là, de démystifier les mythes puis de parler de certains faits. Merci beaucoup, Roxane. On se voit en novembre. Parfait. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, www.premiermot.ca pour avoir accès et au bilan de communication et aussi à toutes les nouvelles ressources disponibles et gratuite. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec l'auteur Cindy Côté de son ouvrage intitulé « D'abord l'arrogance, puis vint la guerre ». On revient juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle de l'ouvrage intitulé « D'abord l'arrogance, puis vint la guerre » de l'auteur Cindy Côté. C'est son tout premier ouvrage. Oui. Une très belle œuvre parce qu'on a discuté. En tout cas, on va parler de l'histoire un peu plus tard, mais c'est une histoire assez troublante quand même, un tout petit peu. Oui, c'est un sujet... Quand j'avais étudié à l'université, j'ai étudié en histoire, en littérature aussi. On a étudié beaucoup la Seconde Guerre mondiale, les grandes batailles, le génocide, entre autres aussi l'idéologie aryenne. Puis moi, ça venait me chercher comme... Les premières cibles vont souvent être les femmes, les enfants, les personnes excluses, les personnes handicapées, les minorités culturelles. Puis en 2012, vers 2010, quand j'ai eu le plus de temps dans ma vie pour commencer à écrire, bien, c'est le sujet que je voulais approfondir dans le cadre de l'élaboration d'un roman. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches parce que, comme tu viens de le dire, c'est un sujet... c'est un sujet sérieux, c'est un sujet qui est très... mais en fait, c'est le traumatisme de victimes qui ont passé à travers des persécutions sous le régime nazi. Donc, j'ai pris 3 ans pour me documenter. Puis, un des ouvrages forts qui m'a aidé à vraiment me concentrer sur... la thématique. La thématique, c'est l'ouvrage Crying Hands de Horst Bezold. Qui parlait de quoi? En fait, lui, il a fait un sondage auprès des victimes sourdes qui ont vécu les persécutions, entre autres la loi sur la stérilisation la stérilisation forcée qui va être mise en place en 1933 à l'arrivée de Hitler au pouvoir. Lui, il a vraiment fait un sondage dans les années 80 pour aller chercher l'expérience de ces victimes-là, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment les persécutions ont commencé, par quoi ils ont passé comme processus pour se débattre devant les tribunaux, pour ne pas avoir à aller à l'hôpital pour se faire stériliser. Donc, c'est cet ouvrage-là qui m'a amené à choisir les personnes sourdes. Donc, la personnage principale, Hild, est une femme sourde de naissance. Puis, le but pour moi, c'était vraiment d'avoir un regard empathique sur ces victimes, puis de proposer mon interprétation, ma perception, mon expérience comme écrivaine du parcours, de l'expérience de vie de cette jeune femme de 18 ans, qui a 18 ans quand Hitler arrive au pouvoir, puis qui va passer à travers l'ensemble des persécutions. Les persécutions prenaient différentes formes pour ces personnes-là. Premièrement, on en a parlé un peu avant l'entrevue, on les voyait comme des sous-hommes, des personnes qui étaient de... Puis c'est ça que je voulais même mentionner, c'est que la plupart du temps, quand on parle du régime nazi et tout ça, tout de suite, on pense à ce qui s'est passé avec les Juifs. Tout de suite. Oui, c'est la première. C'est un génocide énorme. C'est ça, c'est flagrant, mais on oublie aussi... pour être très sincère, là, je savais pas qu'il y avait cette loi-là pour la stérilisation des femmes. C'est affreux. En fait, c'était les hommes et les femmes. Si vous aviez, il appelait ça une tare, ou si vous aviez une caractéristique qui faisait en sorte être sourd, avoir des malformations. Des malformations, des maladies génétiques, pour pas transmettre, parce que l'idée de la race aryenne, c'était d'avoir un peuple pur. Donc, on ne parle pas juste de la couleur de la peau. Ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. C'est pas juste ta religion, la couleur de ta peau, ta langue. C'est vraiment génétiquement, si tu te reproduis, est-ce que tu vas reproduire ce à quoi on s'attend dans l'idéologie? Wow! Oui. C'est la mentalité des gens comme quoi. C'est intéressant que tu dises la mentalité des gens. Ils ont la propagande nazie pour entrer dans le cerveau des Allemands. Un nouveau système de pensée. A commencé dès 1933 à dire
leur vie vaut moins, ces gens-là. C'est pas... la phrase typique était vraiment de la propagande. C'est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Wow. Par exemple, les gens institutionnalisés, les personnes avec des maladies mentales, il y a même eu un programme d'euthanasie. Non seulement il y avait... Donc, ça fait partie des persécutions de ces gens-là, et c'est traité dans le roman. Il y a un des oncles de Hilt qui va vivre ça, donc qui se retrouve en institution. Et c'était tout le temps fait avec les Allemands, on ne savait jamais la vérité. Donc, les gens, le peuple se doutait que les gens étaient euthanasiés, mais de la manière que c'était écrit sur papier, il n'était jamais certain. Mais il y a vraiment eu un programme là, dans les années, je pense que c'est dans les années 40, avant la guerre avec la Russie, pour euthanasier les personnes qui étaient institutionnalisées, notamment les personnes avec des maladies mentales. Mais le peuple s'est soulevé, le peuple allemand s'est soulevé, puis ils ont dû arrêter le programme. Mais ça allait jusque-là à tuer les personnes. Je ressens beaucoup d'émotions. Oui. Parce que ça a dû... Ouais, le fait même d'en parler, là, je le vois dans tes yeux, Cindy. On va prendre une pause, le temps de respirer un peu, parce que c'est de grandes informations. Et je pense que cet ouvrage, là, sera pas seulement historique, mais va réveiller certaines consciences. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec l'auteur Cindy Côté de son premier roman intitulé D'abord l'arrogance, puis vint la guerre. Et on parle d'une période assez sombre de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Oui. Et on parle de tout ce qui s'est passé avec Hitler, on va le dire, avec Hitler. On a parlé un peu de toutes les recherches que tu as faites. Et puis, pendant que tu parlais de ces recherches-là, des histoires qui se retrouvent dans le roman, tu étais rempli d'émotions. Donc, je me dis que, quelque part, là, ça tenait à cœur, non seulement ça, mais ça a peut-être été guérisseur pour toi, peut-être d'écrire dessus. Oh, ça, c'est une excellente question. Hein. Il y a toujours un processus. On ne choisit pas un sujet par hasard. J'ai même déjà entendu la citation dire « ce sont les livres qui nous choisissent ». Donc, peut-être comme écrivain, ce sont les sujets qui nous choisissent. Je me suis longuement posé la question pendant mon processus d'écriture. Par contre, je pense que comme femme, le fait d'avoir pris ce point de vue de victime, je pense que dans la société, de manière générale, que ce soit une dictature ou même dans nos démocraties, les femmes sont souvent des cibles. Donc, peut-être que ça me rejoignait de mettre en scène une femme qui
passe à travers le pire, là, je pense, pour et qui s'en sort, en fait, résilience et tout ça. Une femme résiliente. Donc, c'est certain qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a aussi eu un cheminement pour moi, parce que c'est certain que c'est pas un sujet facile. C'est sûr. Au niveau introspection, elle est... c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Comme quand elle arrive à 18 ans, quand ça arrive, elle a 18 ans, elle veut se marier, elle veut avoir des enfants, mais le système lui dit ça sera pas possible pour toi. Parce que tu es aveugle. Parce qu'elle est sourde. Elle est sourde, OK. Mais elle a une amie qui est aveugle. Donc, elle doit se battre contre ce système-là pour être capable, comme humain, de rester humaine. Parce qu'il y a une perte de dignité. Puis, on le voit à travers, que ce soit à travers son amie Mathilda, qui, elle, est aveugle, qui perd totalement sa dignité. Son ami va être stérilisé, puis il va y arriver d'autres événements. Donc, c'est l'expérience d'une femme qui perd littéralement, qui se bat pour sa dignité, qui se bat pour avoir le droit d'être une femme. Oui. D'être une femme puis d'être complète. Considérée comme un être humain à part entière aussi. Il y a quelque chose sur la page de couverture qu'on va survoler, on ne va pas en parler longuement, mais on voit que le personnage principal, Hilde, elle est enceinte. Oui. Ça vient poser beaucoup de questions à... le lecteur qui prend déjà la page de couverture va se poser 1001 questions. Alors, ça fait partie de... Comme j'ai dit, comme auteur, mon but était d'amener le personnage à passer à travers les persécutions, le cheminement chaotique et le chemin chaotique qui devait traverser. Donc, je pense qu'un des sujets, un sujet directeur de l'intrigue, c'est la loi sur les stérilisations. Okay. Donc, elle se bat contre ça, mais en cours de route, elle va tomber enceinte. Alors, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus parce que là, je pense qu'on va donner tout le scoop aux gens. Elle va tomber enceinte. Est-ce qu'elle va garder le bébé? Est-ce que le bébé va mourir? On ne le sait pas. Il faut lire le livre pour le savoir. Mais hormis la loi, les thématiques que tu as traitées, là, tu en as parlé tantôt, tu as parlé de la loi sur la stérilisation. Ensuite de ça, moi, par l'histoire que tu racontes un tout petit peu de Hilde, je vois la résilience aussi, la force. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui rentrent dans le processus d'écriture? C'est certain que dans le cadre je ratisse assez large dans les années de documentation dont je t'ai parlé au début, dans les 3 années de documentation. Je voulais aussi approfondir la guerre à l'Est. On a beaucoup, nous les Alliés, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, entendu parler de la Seconde Guerre mondiale, davantage d'un point de vue américains, les grandes batailles des Américains, des Britanniques. Donc, j'ai beaucoup lu sur, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'Est? Hitler contre la Russie. Puis, une autre des thématiques que j'ai approfondies, donc il y a le front à l'Est, mais il y a aussi la première phase du génocide des Juifs. Donc, c'est... Quand Hitler va entrer en guerre avec la Russie en 1941, il va envoyer son armée, puis il va envoyer des groupes qu'on appelait les groupes d'extermination. Donc, il y a un mot allemand que je ne prononcerai pas. on s'était dit qu'on allait garder. Donc, les groupes d'extermination, eux, suivaient l'armée régulière et c'est eux qui ont perpétré la première phase du génocide contre les Juifs. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient chercher les Juifs dans les villages, ils les amenaient en retrait, ils creusaient des fosses et ils étaient tués par balle. Donc, c'est vraiment la première phase avant les camps de concentration qui étaient en 1943. Donc, il y a un des personnages, entre autres dans l'histoire, qui
Ben, en fait, les deux vont. L'amoureux de Hill va aussi aller à la guerre, sont tous conscrits. Donc, ils n'ont pas le choix, ils partent tous, ils s'en vont tous à la guerre. Mais le frère de Emmerich, l'homme que Hill aimerait épouser, lui va faire la guerre à l'Est, mais la guerre au niveau des groupes d'extermination. Donc, il va se retrouver dans des tueries, puis il va faire l'expérience de cette guerre atroce. C'est des atrocités qui sont C'est sûr. Quand même, je me dis, j'aurais pas aimé être dans ces années-là, mais encore moins maintenant, et qu'est-ce qui se passe? On le voit un peu en Russie et autres, là. C'est dit, je vais te garder avec moi, on va prendre une pause, et puis on va revenir juste après. Mais pour les gens qui nous regardent, si vous avez envie d'avoir accès à cet ouvrage intitulé « D'abord l'arrogance, puis vint la guerre » de l'auteur Cindy Côté, ça sera aux Éditions David, www.éditiondavid.com. On va prendre une pause et on revient juste après pour clore l'émission avec notre auteur Cindy Côté. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour à tous et à toutes. Cette année, du 25 au 29 octobre, je participerai à la rencontre annuelle virtuelle de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Un événement qui soulignera la pluralité franco-ontarienne, nos diversités, nos accents, nos couleurs, nos racines issues du monde entier. Je suis Claude-Andrea Bonny de l'émission Entre nous, diffusée sur TV Rogers, et j'aurai le plaisir d'animer ce congrès. Alors si toi aussi tu veux montrer avec fierté que tu fais partie de cette grande communauté plurielle, inscris-toi dès maintenant, monassemblée.ca. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je voulais dire de l'auteur parce que je suis avec Cindy Côté, l'auteur qui a écrit d'abord L'arrogance puis vint la guerre, et on m'a parlé beaucoup de tout ce que tu as écrit, de tout ce contenu, ce beau contenu-là qui est interpellant. Qu'est-ce que tu veux que le lecteur y retienne en prenant ton ouvrage? Bien, en fait, c'est intéressant de voir que quand moi, j'ai fait ma documentation il y a à peu près 10 ans, quand j'ai lu, j'ai lu beaucoup, mais quand je regarde l'actualité de nos jours, ce qui se passe en Ukraine, j'ai carrément l'impression de relire mes livres d'histoire. Donc, ça reste un sujet, ça reste pertinent, il n'arrête pas de le dire aux États-Unis de protéger la démocratie. Donc, je pense que c'est vraiment dans l'air du temps. Puis, ça reste encore lié avec nous. Félicitations pour ce premier ouvrage-là qui, je suis sûre, aura un très grand succès. Le lancement de ce livre-là se fera à Ottawa, à la Librairie du Soleil, le 3 novembre de 17h à 19h. Vous êtes invités pour pouvoir rencontrer en personne l'auteur Cindy Côté. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. On va parler avec Michel Picard de son émission Retour sur les ondes d'Unique FM. À demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Le lundi 24 octobre, c'est jour d'élection municipale en Ontario. Et ici, chez nous, à Ottawa, on peut parler d'un vote historique. Nous aurons à choisir une nouvelle personne à la mairie d'Ottawa et en plus à élire une douzaine de nouveaux conseillers et conseillères dans les 24 quartiers. C'est un rendez-vous pour tout suivre avec mes analystes, l'ex-ministre Madeleine Meilleur
et le conseiller sortant Mathieu Fleury. Les résultats locaux, lundi 24 octobre, 19h30, sur TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Regardez TV Rogers, Ottawa.